Valeria Milewski est biographe hospitalière pour personnes gravement malades depuis septembre 2007 au centre hospitalier Louis Pasteur de Chartres, dans le service d'oncologie et hématologie, poste qui n'existait pas avant elle et qui a été expressément créé à son intention. Valeria expérimente, avance pas à pas avec l'équipe soignante, avec un collectif, et progressivement, d'année en année, forme d'autres passeurs de mots, passeurs d'histoire, à cette démarche encore singulière et innovante. C'est ainsi que, doctorante à l'Université de Poitiers en sciences humaines et sociales, elle œuvre, ouvrez les guillemets, sans rien attendre, pour être prête à tout, dit-elle, et ouvre la biographie hospitalière aux quatre coins de France et d'ailleurs. Merci Valeria Milewski, avec un « i » à la fin de votre nom et non pas un « y » dont j'ai eu du mal à me passer. Merci d'être là pour nous faire découvrir et partager votre démarche de passeuse de mots et d'histoire à travers cette communication intitulée « Faire ce récit de vie, se réinventer », son récit de vie, pardon, se réinventer avant de mourir et partir en paix. Un tout petit film d'introduction pour vous mettre. Alors un reportage avec ces biographes dans les hôpitaux. Voilà. Lorsque l'on est malade, voire gravement malade, peut-être que ça peut faire du bien de se déposer, de relire son histoire, de se retourner. Bonjour Isabelle, ça va? Valeria, ça va et toi? Oui, bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Valeria. J'aime écrire, je pense aimer les gens. J'ai juste dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai mis tout en œuvre pour que ça puisse être réalisable et possible. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette équipe en septembre 2007. Bonjour. Tu m'as amené une pomme, j'espère. C'est bien ça le plus important. Je t'en donnerai bien une. T'en as pris qu'une? Eh ouais, allez, bonne journée. Merci, à tout à l'heure. Le monsieur que je vais aller voir, je l'ai rencontré début octobre. Il n'allait pas bien, on ne savait pas, et lui non plus, comment ça allait se passer. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être la 5e ou 6e séance, 5e probablement. Donc, on commence à bien se connaître. Comment allez-vous? Bah bien, merci. Vous avez bien dormi? Ah oui, oui, oui. Bon. Valéria, quand tu viens là, on dit tiens, on va parler d'autre chose que la maladie, et donc... Puis refouiller dans notre vie, ça nous ramène à de bons souvenirs. Nous nous sommes arrêtés mardi. Premier enfant, je crois. Premier enfant, ouais. Mariage en 67. On est vraiment dans la rencontre et dans la relation. Donc du coup, oui, il y a de la joie, bien sûr. Moi, il y a plein de choses qui m'apprennent. Et je rigole très facilement. Donc c'est vrai qu'on peut m'entendre parfois, mais l'équipe, elle le sait. Hein, elle peut m'entendre m'esclaffer dans une chambre. Dit c'est une fille. Bon, bah, je dis le garçon, ce sera pour le prochain coup. Donc j'ai été la voir le soir. Bien sûr. Qui m'a paru moche. Un bébé tout fripé. Mais bon, ça change vite, hein. Mes parents étaient plutôt des taiseux. Moi, j'aurais voulu savoir comment mes grands-pères sont morts. Je ne l'ai jamais su. Ça me manque un peu. On pense quand même qu'on peut disparaître du jour au lendemain. Et puis, faut vite laisser la trace de notre vie. Ne serait-ce que pour l'avenir, pour ceux qui viendront derrière nous, ce qui nous est arrivé. Peut-être que vous pouvez également réfléchir à un titre, si vous Mes 3 vies, on avait déjà dit, mais bon, ça se fait peut-être pas. Ah si vous avez envie. Ça fait un peu prétentieux, non? Non, pourquoi? Non, bah, non, pas je sais du pas. tout. Mais... Ouais. C'était la réalité. Ouais, ah bah ça va, j'espère que la 3e va aller loin. Tout est là pour dire à l'autre, votre vie, ce que vous êtes... C'est exceptionnel, c'est unique. Il n'y a qu'une vie comme la vôtre. Donc il y en a qui me disent, mais moi j'ai passé 60 ans sur mon tracteur. Et alors? Ça va, Fred? Oui, très bien, et toi? Ça va, tu sais, je voudrais aller voir la dame donc, dans la chambre 3 dont tu m'as parlé. C'est une dame qui est en attente de savoir si elle doit continuer ou pas ses traitements. Elle a déjà eu beaucoup de traitements. Si j'arrête, alors ça veut dire que je décide d'arrêter de vivre, etc. Donc il y a tout ce travail qu'on a fait avec Souvent, le médecin va me faire l'anamnèse, il va me dire, bah voilà, elle a un cancer là, ou 2, 3, voilà où elle en est dans ses traitements. Moi, ils ne le savent pas, mais j'oublie tout.
J'ai juste souvenir d'un nom et d'une rencontre que je vais faire. Tout à l'heure, je suis allée la saluer et j'ai bien vu que Ouais. elle avait C'est elle soif. qui a choisi la couleur? Oui, Ouais. c'est sa couleur. Je prends des cahiers, ce sont toujours des cahiers de qualité, parce que ça commence là. J'arrive avec plein de cahiers, il choisit sa couleur. Ça me donne déjà pas mal d'indications sur, pour la suite. Parfois, je peux entendre des choses qui peuvent me heurter. Donc, je peux me plonger dans mes notes et c'est un bon rempart. C'est ma blouse, en fait. Mais moi, je suis née avant la guerre. C'est ça, en 32. Moi, laisser un récit d'une partie de ma vie, mes enfants, ça les intéressera ou ça les intéressera pas, je sais pas, mais bon. Ce qui restera de moi après la mort. Alors on va revenir. Donc vous naissez au mois d'août, il fait chaud, on vous met dans une petite boîte avec du coton parce que... Parce que j'étais trop petite, hein. Je crois que je pesais, mon papa il disait toujours que je pesais 3,5 livres, ça fait 1,750 kg. 1,750 kg? Oui. Ah oui, effectivement. Oui, c'était vraiment petit, hein. Tout petit, tout petit. Alors je suis peut-être restée un petit peu quand même dans cette boîte, je sais pas. À demain. Je leur dis à demain, parce que pour moi, à demain, c'est un jour d'espoir. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne se voit pas demain. Les patients disent très très clairement que ça leur enlève un poids. Ça va être un dernier cadeau. Pour les proches, le livre, très souvent ils me disent c'est plus important que tout ce qu'il nous a laissé. Et la biographie, c'est peut-être ça. Se raccommoder, mettre ses habits de lumière, quoi. Se recoudre, ouais. Quelle douceur, Valéria. Elle est incroyable. Bonjour à vous. Très chaleureusement, merci. Ce ne sont pas que des merci de courtoisie. Vraiment, depuis hier, je ne sais pas vous, mais pour ma part, c'est comme une espèce d'arc-en-ciel. Je découvre un panorama de grande qualité. Merci de votre présence, bien sûr, essentielle. Merci à l'équipe. Je pense que peut-être aujourd'hui, plus spécifiquement, j'ai vraiment envie de prendre ce temps de remerciement, parce que je pense que j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont dans le chagrin. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui et demain, on va avoir besoin de toute la reconnaissance et notre gratitude. Donc, merci à chacun. Et puis aussi vous dire que, comme vous l'avez probablement de suite noté, la biographie hospitalière, c'est très simple. Parce que justement, ça se situe à cet endroit de la solidarité. Juste ça, la solidarité. J'ai envie de revenir avec vous, pour ceux qui étaient là hier. Olivier Abel a parlé de rétrécissement et de diminution. J'ai aimé ces images et j'ai de suite pensé à ces corps que l'on peut trouver parfois dans les lits, tout recroquevillés. Et peut-être que la biographie hospitalière, pas que, bien sûr, mais permet de se déplier un peu. Je vais vous raconter comment et pourquoi. Tout de suite, un petit point. La démarche, si elle est singulière et innovante, elle n'est absolument pas nouvelle. On se raconte et on a besoin de laisser trace depuis tout temps. Bien sûr, hein, vous savez, même dans l'Égypte ancienne, eh bien, on gravait sur les stèles, les nécrologies et les hauts faits des défunts. Donc la seule particularité, effectivement, de cette démarche aujourd'hui, c'est qu'elle est proposée à l'hôpital ou à domicile en continuité de soins et effectivement pour des personnes, qu'elles soient jeunes, alors pas les enfants, nous n'allons pas en pédiatrie, peut-être que je vous expliquerai pourquoi dans les questions ou après à la pause et jusqu'à ce que la personne ait envie de se raconter. On entend dans le film
le monsieur qui dit « Ah oui, on va parler autre chose que de la maladie ». C'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. Qu'est-ce que c'est que faire son récit de soi? C'est faire un pas de côté, c'est faire un pas, ou ce mouvement-là, vraiment ce mouvement-là. On fait le bilan. C'est en fait aussi se déposer, comme on l'a entendu pour cette dame, transmettre, se déposer sur le papier, se déposer avec toute la vertu cathartique de la parole aussi, parce que bien sûr que avant tout c'est de la relation dans le sens altérité et il y a la parole. Avant que moi, je prends beaucoup de notes, je puisse remettre en forme, je vous en parlerai dans un second temps de cette écriture, il y a avant tout, c'est ça, cette relation. Et j'ai souvent coutume de dire, effectivement, je ne sais pas où vous avez trouvé cette phrase, mais elle m'importe vraiment, c'est que ne s'attendre à rien pour être prêt à tout. Donc je n'ai pas d'objectif, il n'y a pas d'intentionnalité, hein, en tous les cas de mon côté. Et j'ai pu remarquer également que par rapport au récit de soi, lorsqu'on le fait et qu'on est à ce moment-là de la vie, parce que moi je vais vous parler de la vie avant tout, eh bien cela peut permettre de... comme le dit ce monsieur, de faire un pas de côté, de se remettre droit et surtout de se réinventer. Ça peut vous peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être que ça peut vous étonner. Hier, vous avez entendu cet anthropologue pour lequel j'ai un très grand respect nous dire « la mort, c'est de l'imaginaire ». J'aimerais vous proposer et de dire la vie, c'est de l'imaginaire. Je ne suis pas la seule. Hein. De nombreux philosophes, et M. Rico serait là, il pourrait m'aider. Pourquoi c'est de l'imaginaire? Et pourquoi lorsqu'on se raconte, c'est de l'imaginaire? Alors j'avais évidemment, hein, j'ai été appuyée dans mes propos par Ricoeur. On en a beaucoup entendu parler, mais Ricoeur, il dit des choses pour moi... évidemment fondatrice dans la démarche, mais c'est mon socle, c'est même mon petit secret. Il dit par exemple que d'inviter l'autre, le narrateur, à faire son récit de vie, c'est l'inviter à donner de la cohérence, de l'unité et du sens à sa vie. Cohérence, unité, sens à sa vie. Je vous assure que lorsque j'ai lu cette phrase et que j'étais déjà dans l'idée, dans la maturation de mon projet. Et je me suis dit, mais Valéria, je me parle un peu. Hein. J'ai dit, mais Valéria, incroyable. Imagine, tu vas peut-être pouvoir, pas moi, la démarche, bien sûr, la démarche, accompagner l'autre en lui faisant cette proposition. Et là, il y a quelque chose qui a émergé. Ricoeur, il a dit autre chose que je salue. Il a dit que lorsqu'on se racontait, tout ça, c'est pas du vrai, mais ça dit du vrai. Et c'est vrai, j'allais dire c'est vrai. Je vous raconte quelque chose. Je suis dans une chambre et généralement nous sommes en colloque singulier. Là c'est une vieille dame. Et puis le récit de vie invite l'autre à faire une chronologie de sa vie. C'est très aidant, c'est comme une espèce de fil à soie hein, qu'on remonte. Un fil à soie chronologique, interactif, subjectif, expressif, enfin voilà. Un fil à soie. Et je le tire et ensemble nous cheminons. Et alors, on en est à sa petite enfance, alors elle me raconte des choses, puis d'un seul coup, elle me parle de Nénette. Nénette, c'était son chien, quand elle était petite. Et là, je la sens toute chiffonnée, puis elle commence elle est comme ça, puis elle commence un peu à larmoyer. Elle me dit, mais oui, Valéria, parce que Nénette, elle se fait écraser par le tracteur du voisin. Et je ne vous ai pas dit, il y a la petite sœur. Elle était en train de tricoter. Elle ne nous dérangeait absolument pas. Et là, je vois cette vieille dame aussi dire « Mais qu'est-ce que tu racontes, Ginette ?» Mais pas du tout. Nénette, elle est pas du tout morte écrasée par le tracteur. Elle est partie avec le chien du voisin. Deux histoires, mais à l'opposé. Oh, ma petite dame, toute flétrie, qui avait grandi avec cette idée. Et puis sa sœur, pas du tout, à l'opposé. On a chacun
notre vérité qui est extrêmement subjective. Et finalement, est-ce que l'important, c'est de vérifier les actes ou ce que chacun fait, et chacun l'usage fait de ce vrai? Moi, évidemment, j'ai pris le parti de ne rien vérifier. En fait, pour tout vous dire, je ne suis absolument pas ni biographe, mais il fallait bien trouver un terme. Je ne vérifie rien, voire même, mais ça, c'est un peu une illusion, mais j'adorerais, ça fait 12 ans et demi que je fais ce métier, peut-être 200, 250 accompagnements, j'adorerais avoir quelqu'un qui s'invente. Mais qui s'invente pas comme nous le faisons nous au quotidien, qui s'invente totalement une vie. Bon, mais en fait, comme il y a la transmission, très souvent, on ne peut pas aller jusque-là. Au demeurant, une autre petite chose pour qu'on comprenne, vous et moi, comment on se réinvente. Il y a une amie psychologue dans le service qui est partie, mais voilà, elle a été, il y a une remplaçante. Une revue de psychanalyse, Le Coq-Héron, lui avait demandé un article sur la biographie hospitalière. Elle m'en parle, voilà, elle accepte, et puis elle écrit son article sur une dame qui fait son travail thérapeutique, psychologique avec Anne, et un travail biographique qui n'a rien à voir. Hein. L'intentionnalité n'est pas le même. Je ne me considère pas du tout comme une thérapeute et absolument pas. Je ne suis pas psychologue, je suis linguiste. Et elle a la gentillesse de me faire lire l'article. Et alors là, je la regarde, je dis « Anne, tu me fais une petite blagounette. Cette dame-là, je ne la connais pas. » Elle me dit « Arrête, Valéria, arrête. » Je t'assure, je ne la connais pas. Et en fait, ce qu'elle avait pu raconter avec, évidemment, le psychologue du service, c'est-à-dire ce travail très intérieur, l'avait emmenée dans un endroit. Et moi, ce que je dis un petit peu à la fin, se recoudre de fils de lumière, elle m'avait amenée, elle s'était elle-même transportée dans un autre endroit. Non pas qu'elle avait menti, pas du tout. En fait, c'est très simple, vous allez comprendre. C'est juste que celui qui raconte n'est pas le même que celui qui a vécu. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de revenir devant vous pour vous présenter d'autres choses, Et moi, je vais avoir un souvenir, c'est un peu particulier, c'est toujours avec tout le contexte qui est là. Je le vis bien. Et puis peut-être que dans 18 mois, ou peut-être dans 36 mois, lorsque j'aurai l'honneur d'être parmi vous dans la salle, je vais avoir des résurgences de souvenirs. Et je vais mettre, je peux très bien dire, bah oui, nous étions 400 parce que vous-même, vous avez eu un silence et une écoute tellement importante que j'ai pu vous multiplier dans mon esprit. On est toujours dans une imaginaire, en fait. Et il y a un ami neurologue qui m'a fait passer un article il y a peu, je vous le partage, parce qu'effectivement, on n'est pas le même lorsqu'on se raconte que celui qui a vécu. Qui plus est, quand on se raconte, est-ce qu'on peut être jugé parti? C'est compliqué. Est-ce qu'on peut être soi-même comme un autre? Ça, je fais un petit clin d'œil au riquerien. Il me fait lire cet article. Je l'ai trouvé passionnant. Probablement que pour vous, médecins, excusez-moi, c'est un peu des raccourcis. Mais je me lance. Nous vivons un événement. On a des souvenirs. Les souvenirs se logent dans différents endroits de nos cerveaux, de notre cerveau, des hémisphères en tous les cas, en fonction du ressenti, du temps, avec qui l'on était, de nous, enfin voilà. Ça se loge dans différents endroits. On chemine, et puis on ressollicite à un moment donné ce souvenir. Hop, tout ça va revenir, mais ne va pas revenir exactement pareil déjà. Et surtout, c'est lorsque ce souvenir va se reloger
dans notre cerveau que là, il ne va pas du tout prendre les mêmes emplacements. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on convoque un souvenir, eh bien, il est différent. Ce qui permet à ces personnes gravement malades de se réinventer, comme nous le faisons tous. Mais par contre, quand on se réinvente, quand on va voyager dans sa géographie intérieure, lorsqu'on a cette possibilité de cette verticalité, de ce mouvement de vie, parce que c'est ça dont il est question. Bien sûr, avec une équipe qui va dans le même sens, je ne suis absolument pas seule, hein. Il faut bien l'entendre, et puis finalement, moi je ne fais rien, puisque je ne fais que écouter. Donc ça c'est essentiel de savoir qu'on a cette possibilité-là, nous tous dans la vie, mais qu'à ce moment précis de notre existence, il est peut-être intéressant, vous savez, toutes ces pièces de puzzle, voilà, parce qu'effectivement, on en a parlé. Il y a, merci d'ailleurs de votre présentation, la mort à petits pas, mais effectivement, il y a beaucoup de deuil dans la maladie grave. Et puis, parfois, on est morcelé dans son, j'allais dire dans son cœur, avant tout, mais dans son corps. Un bout de sein en scénologie, le rectum là, enfin, tout est morcelé, sans compter le deuil de ne plus aller à l'école, parfois de ne plus faire l'amour, parfois de ne plus se reconnaître, de ne plus pouvoir sentir. Et tous ces deuils, à un moment donné, pour avancer, pour cheminer, on a cette possibilité de, en se racontant, de se sublimer et de faire comme ça, toutes ces pièces du puzzle, à un moment donné, comme on a envie, on décide de son panorama, de sa terre. Et c'est ça que l'on va transmettre, tout en sachant que dans la transmission, vous savez, un trans, ça veut dire aller au-delà, au travers, et c'est une traduction. Je dois vous dire qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu déçues du livre, parce que je n'ai pas le souhait que vous pensiez que c'est la panacée, hein. Je vous donne un exemple. Un jeune, 25 ans, enfant unique, il ne connaît pas l'identité de son papa. Sa maman meurt, je remets les livres tardivement après le décès. Au début, j'ai fait tellement d'erreurs. Je travaillais la nuit, je remettais vite. Oh là là, Valéria. Et en fait, le livre était vraiment assimilé à la mort. Donc, au lieu que ce soit une ouverture, une espérance, une porte ouverte, eh bien, la personne, le destinataire ne le lisait plus. Donc, je remets ce livre à la grand-mère de ce jeune, comme il était convenu, un an et demi plus tard. Et la grand-mère m'appelle. Elle me dit, oh là là, Valéria, je suis gênée. Mon petit-fils, il a lu le livre. Et de colère, il l'a jeté. Et vous savez pourquoi il l'a jeté? Vous avez de suite compris. Il n'y a pas le nom du papa. Vous vous rendez compte? Quelques mois plus tard, la grand-mère me rappelle. Alors je me suis dit, oh là 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 là. En plus, j'avais pas du tout envie de voir, non, peut-être pas l'acheter, mais ce grand-fils, je lui avais proposé, je lui ai dit, vous pouvez venir me voir, mais c'est un énorme gaillard, un métalleux, comme on dit, comme ma fille dit, avec des grands cheveux, comme ça. Je me suis dit, oh là 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 là. Elle me rappelle et puis elle me dit, Valéria, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, il l'a relu. Et moi, je savais ce que ça voulait dire. Je crois que je n'ai jamais lu des mots d'une maman à son fils comme ceux qu'elle a pu mettre dans ce livre, à savoir que c'est jamais élégiaque, on ne parle pas de la maladie généralement, c'était une vraie ode d'amour d'une maman pour son fils. Et il a, après la colère, pu accueillir cet amour, et ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'à la fin de chaque livre, à la fin de chaque récit, il y a ce qui a failli me faire partir et quitter mon métier. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Je suis pourtant passionnée, hein, jusqu'au bout de tous mes cheveux. Mais un jour, j'ai failli arrêter ce travail. Parce que le premier monsieur à qui j'ai remis son livre,
Oh, Valéria, c'est impressionnant, j'ai ma vie au creux de ma main. Et je comprenais le trouble, mais il était heureux, voilà, il avait pu le relire. En plus, il y avait eu beaucoup d'histoires et de rebondissements avec ce monsieur qui m'avait dit qu'il avait une vie banale, simple, quoi faire d'un livre et pourquoi lui, etc. Et puis, quelque temps après, l'équipe me dit que ce monsieur est extrêmement triste, qu'il revient aux urgences avec sa brosse à dents, la main gauche, son livre de la main droite, et qu'il est très triste. Et je comprends. Je comprends ce qui s'est passé. Je vais le voir, et là, j'ai une validation. Ne sachant pas, j'ai mis un point. On avait terminé. J'ai mis un point. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce monsieur, il ne s'autorisait plus à vivre. Il ne s'autorisait plus à avoir un projet. Mais pourquoi je suis encore en vie? Mon livre est fini. Oh. Je le dis toutes les semaines, je participe à une réunion de soins palliatifs. Et là, je leur dis, voilà, je suis confuse. Je me suis trompée. Merci de la place que vous m'avez donnée, de votre confiance. Merci à l'hôpital, j'ai un contrat, je suis en CDI. Enfin, mais ça marche pas. Je me suis trompée. Je vais partir. Et alors là, ils ne rigolaient plus du tout parce qu'ils ont vu que c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave. C'est une expérience. Et là, on a mis 2 heures pour trouver ce qui va être très utile à notre jeune. Tout simplement, à la fin, qu'est-ce qu'on a mis? Je l'entends toujours au bout de 2 minutes, alors que nous, il nous a fallu 2 heures, quoi. Vous êtes formidables. Des pages blanches. Des pages blanches à la fin. Parce qu'en fait, elles sont tout aussi importantes que la trace, la transmission. Ces pages blanches, elles vont permettre à Annabelle, qui a 6 ans, de recevoir le livre, de le trouver très beau, déjà de déchiffrer à 6 ans, à Annabelle, d'avoir un sourire incroyable, de se mettre à ma place, de prendre des crayons et de dessiner la maison, papa qui est mort, maman, la petite sœur. Et puis, avant de conclure par je suis confuse, ça passe vite, avant de conclure... Si je n'avais qu'une seule biographie, c'est pas du tout pour appuyer sur quelque chose que l'on connaît, vous et moi, qui s'appelle l'émotion. Mais son papa m'a beaucoup appris. J'apprends encore, hein, mais évidemment que les premiers pas ont été décisifs. Et je sais qu'à la fin, c'était un jeune, 28 ans, cuisinier, avec un langage particulièrement grossier et qui avait pas forcément d'accès à ses émotions. Et à la fin, il a réussi à dire, voilà, je vous aime tous. Et moi, je sais qu'Annabelle, quand elle va pouvoir lire le livre, eh bien forcément, alors je suppose, hein, bien sûr, mais je me dis que ça va être bien aidant pour la personne qu'elle est, d'abord de lire les souvenirs de son papa, et puis d'avoir des mots d'amour. Je voudrais finir, si vous le permettez, par un témoignage. Voilà, en plus, il est parti. C'est drôle ce terme parce que être parti, être en partance, c'est totalement différent. Il est décédé il y a quelques jours. C'est Bernard. C'est un article qui est paru dans Psychologie Magazine du mois de décembre. J'ai toujours eu envie d'écrire un livre sur ma vie, mais je n'y suis jamais arrivée. Et puis voilà que l'an dernier, quand j'ai été hospitalisée pour un cancer très douloureux et irréversible, je suis tombée sur une affiche qui proposait les soins de Valéria. Je me suis dit, c'est pour moi. J'ai connu beaucoup d'échecs dans ma vie. J'ai une âme artistique, mais j'ai raté les beaux-arts. Et j'ai écrit une 50aine de chansons, mais jamais enregistrées. Je suis très aimée par ma famille. Je veux leur donner des réponses aux questions qu'ils se posent à mon sujet et remettre en ordre les choses folles que certains pensent de moi. J'espère créer une harmonie plus grande avec tous mes proches, de mon vivant ou après ma mort. J'avance. Je vais raconter ma vie et tout sera dit. Il y a longtemps, j'ai parlé à un psy. Ça m'avait déjà fait du bien de mettre des mots sur des choses très profondes, mais après chaque séance, tout s'envolait. Il ne me restait que de vagues souvenirs de ce que j'avais pu dire. Là, c'est différent. Je n'ai encore rien lu de mon livre, mais j'ai confiance, ce sera du Bernard.
Moi, je vais partir, mais il va rester toutes mes chansons inconnues et ce livre. C'est énorme. Je suis en train de réussir ce que j'ai raté toute ma vie. Je vais laisser toutes ces nouveautés en héritage. J'ai commencé à parler à Valéria il y a 9 mois. On avance lentement. J'ai déjà été très proche de la mort, mais chaque fois je reviens et je me dis que je n'ai pas fini. Au fur et à mesure, des choses remontent à ma mémoire. Tout s'éclaire jour après jour, je comprends mon histoire et je me pardonne. J'espère que ce livre se terminera bien. Le plus beau des happy ends, ce serait une extrême légèreté de l'âme. Merci à lui, merci à vous. Ça va ?